Je vais donner tout de suite la parole à Véronique Dudoué, qui est à ma gauche. Petite information, son intérêt pour l'action et la recherche sur la non-violence de Véronique Dudoué découle d'une enfance passée au sein des communautés de l'Arche de Lanza del Vasto. Un intérêt qu'elle a approfondi par les études en sciences politiques à l'IEP de Toulouse et en résolution des conflits. Elle a fait un master et un doctorat au département d'études de paix de l'université de Bradford, en Angleterre. Une université qui, depuis longtemps, parle de non-violence. Véronique est d'ailleurs membre de l'IRNC. Depuis 2005, elle est chercheuse et directrice de programme à la fondation Berghoff, à Berlin, où elle travaille. Elle dirige le programme de recherche en transformation des conflits, qui porte sur beaucoup de choses. Tenez-vous prêts. Elle porte sur la transition de la lutte armée à la résistance civile. Elle porte sur le rôle des acteurs tiers dans les mouvements non violents. Elle porte sur la gouvernance politique et sécuritaire post-conflit. Et enfin, sur la négociation et la médiation dans les conflits politiques asymétriques. On retrouve là d'ailleurs des thèmes qui seront sans doute développés par les uns et par les autres. Elle dirige la publication de la série Berghoff Transition, puisque c'est en anglais. Parmi ses dernières publications, qui sont en anglais, je vous les lis en anglais, excusez pour l'accent. Civil Resistance and Conflict Transformation, Transitions from Harm to Non-Violent Struggle, édité par Routledge en 2015. Et également Post-War Security Transitions, Participatory Peace Building After Asymmetric Conflicts, édité chez Routledge également en 2012. Bon, peut-être pas la peine de donner la traduction, je vais tout de suite passer la parole, mais je peux, à Véronique, qui va beaucoup en parler mieux que moi, et je pense qu'il faut montrer le PowerPoint. C'est bon ? Ah bah, merveilleux. Quelle synchronisation. Bon après-midi à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. J'aurais peut-être d'ailleurs besoin de traduction, car ça fait pas mal d'années que j'évolue dans un monde anglo-saxon. Je n'ai plus du tout l'habitude de m'exprimer en français, donc si je cherche mes mots, je m'excuse par avance. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une étude qui a été publiée en 2011 et qui porte effectivement sur l'action non-violente, c'est-à-dire l'application des principes de la non-violence dans les luttes politiques et sociales. Donc il s'agit bien de conflits non-violents. Donc vous avez ici voilà, la couverture et le titre du livre en anglais. C'est un ouvrage qui a été publié par deux chercheuses américaines qui s'appellent Erika Chenoweth et Maria Stephan, qui a reçu notamment le prix de l'Association américaine de sciences politiques merci, en 2012, et le titre de livre de l'année 2011 du journal Guardian, du journal britannique Guardian. L'importance de cet ouvrage est à souligner car, comme en France, la recherche sur la non-violence n'était pas particulièrement prisée dans le monde anglo-saxon jusqu'à la sortie de ce livre. Il a eu un énorme écho dans le monde universitaire américain, mais aussi en Europe, et aussi auprès notamment des décideurs politiques et même des militaires. J'entends parler de ce livre depuis 2011. Il a, on va dire, redoré le blason de la non-violence dans le monde anglo-saxon, et j'espère bien qu'il en sera de même en France. Qu'est-ce que fait cet ouvrage ? Il compare l'efficacité des stratégies de lutte armée et de lutte non violente. Je voulais souligner quelques facteurs qui ont peut-être contribué à la popularité de ce livre. Tout d'abord, le profil antérieur des auteurs. Toutes deux étaient spécialistes de sécurité, de contre-terrorisme et de diplomatie. Maria Stephan, à l'époque de la sortie de ce livre, travaillait pour le département d'État américain en Syrie, etc. Donc leur profil, on va dire très conventionnel, a permis un écho de l'ouvrage. Leur méthodologie scientifique a aussi été très importante pour l'impact qu'il a eu, car, comme vous allez le voir, elle s'appuie vraiment sur le poids des chiffres et des statistiques. Et elles ont l'ampleur de la base de données permet de prendre au sérieux les résultats par le monde scientifique.
il s'attaque à des mythes tenaces, je vais dire, puisqu'il démontre que l'action non violente est efficace même contre des régimes autoritaires, non démocratiques, répressifs, alors que jusque-là, il y avait beaucoup l'idée que seule la lutte armée peut venir à bout de régimes extrêmement répressifs et autoritaires. Et je vais dire aussi la simplicité des résultats, comme vous allez le voir, a vraiment aussi contribué à la renommée de cet ouvrage. Donc la méthodologie est mixte. D'un côté, elle porte sur une analyse statistique, une base de données qui comporte 323 campagnes majeures violentes et non violentes qui ont été conduites entre 1900 et 2006, et puis qui s'appuie aussi sur des 4 études de cas, l'Iran, la Palestine, donc la première intifada, les Philippines et la Birmanie. Le type d'action et de lutte qui sont étudiés dans cet ouvrage porte sur ce que j'appelle des campagnes maximalistes, révolutionnaires ou ethno-nationalistes. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de campagnes à caractère macro-politique qui visaient soit un changement de régime, donc passer d'un régime autoritaire à un régime démocratique, ou bien des luttes qui visaient à l'autodétermination, l'indépendance d'un peuple, ou la libération nationale d'un peuple contre un occupant externe. Voilà, donc ce tableau, pour résumer un peu de quoi parle-t-on, comme il a été très bien dit dans l'intervention précédente, quand on parle de stratégie de résistance civile ou résistance non violente, il s'agit bien de méthodes extra-institutionnelles. On ne parle pas de dialogue ou de diplomatie ou encore de politique conventionnelle, mais ce sont des méthodes qui sont utilisées quand le dialogue, quand la négociation ne sont pas possibles ou plus possibles. Donc les comparaisons dans cet ouvrage sont entre ces 2 catégories de méthodes extra-institutionnelles. Donc d'un côté, les méthodes non violentes qui consistent à une pression sociale, économique, politique et psychologique exercée sur les détenteurs du pouvoir par un nombre d'individus organisés autour de griefs et d'objectifs communs et engagés dans une variété de tactiques telles que la désobéissance civile, la non-coopération, les forums publics, les pétitions, les grèves, les boycotts, la construction d'institutions parallèles, c'est-à-dire d'institutions politiques parallèles ou de construction de nouveaux rapports sociaux, ou la construction d'économies autosuffisantes, mais aussi les actions de masse à faible risque, c'est-à-dire les actions symboliques, et puis finalement les manifestations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du chercheur Gene Sharp qui, en 1973, a répertorié 198 méthodes d'action non violente. Donc voilà, dans ce livre, il s'agit bien de le type d'action dont je viens de vous parler. Qu'ont-elles trouvé dans cet ouvrage? Si vous deviez ne retenir qu'une chose, c'est que les campagnes non violentes ont 2 fois plus de chances de réussir à atteindre leurs objectifs ultimes que les luttes armées. Donc, elles trouvent que 53% des campagnes non violentes ont atteint leurs objectifs, alors que le taux de succès pour les campagnes de résistance armée est de 26%, donc 2 fois plus de chances de réussir. Voilà. Donc, après avoir établi que la résistance civile marche, pourquoi et dans quelles conditions? Donc, dans cet ouvrage, à travers une analyse statistique, les auteurs essaient d'isoler les facteurs explicatifs qui justifient cette différence d'efficacité. Une constatation intéressante, c'est qu'en général, les conditions externes sont moins déterminantes que les facteurs internes. Les données suggèrent que la résistance civile est souvent couronnée de succès, indépendamment des conditions environnementales que beaucoup de gens associent avec l'échec des campagnes non violentes. Comme je vous l'ai dit avant, souvent on dit la non-violence, ça ne marche pas quand il y a un niveau de répression intense, quand on fait face à un État autoritaire, autocratique,
ou bien les conditions géopolitiques ont beaucoup de poids sur les résultats des luttes, etc. Ce que nous disent les auteurs, que non, ce n'est pas le cas. Indépendamment des facteurs externes, c'est vraiment les facteurs internes qui expliquent la différence d'efficacité des luttes armées ou non violentes. Le facteur le plus important est celui qui a trait au niveau de participation. Donc elles nous disent il y a plus d'obstacles et de difficultés pour un citoyen à entrer dans une lutte armée que dans un mouvement non violent. Comme vous le savez, seuls les hommes jeunes qui sont capables de suivre un entraînement militaire, qui sont capables d'abandonner toute leur vie antérieure, peuvent rejoindre les luttes armées. Alors que dans la résistance civile, tout le monde peut participer. Il y a des centaines de façons d'apporter son soutien en fonction de son temps, de son énergie ou de la détermination de chacun. Donc les barrières morales, physiques ou informationnelles à la participation sont plus basses pour les mouvements non violents. Qu'est-ce qui aide la participation massive dans les mouvements non violents? Alors ce qui aide, c'est d'avoir un mouvement qui est cohésif, qui est unitaire, qui a une certaine légitimité sociale, un soutien populaire, qui utilise une diversité importante de types de méthodes, comme je vous ai répertorié auparavant, qui a un leadership efficace et démocratique, et puis qui a une discipline non violente. Quel est l'impact de la participation massive sur la partie adverse? Alors, ce que démontrent les auteurs, une fois encore grâce à l'appui des statistiques, c'est que la participation massive permet aux militants d'avoir une certaine résilience contre la répression étatique, permet aussi d'amener les alliés du régime de son côté. Donc, par exemple, si on peut penser à l'exemple de l'Égypte pendant la révolution égyptienne, à la place Tahrir, on a vu la police essayer de réprimer les manifestants, mais l'armée venir réprimer la police et soutenir les manifestants. Donc voilà, la participation de masse a cet effet de diviser le régime et de faire venir les alliés du régime de son côté. La participation de masse permet aussi de réduire la distance sociale entre les adversaires. Donc le régime ou le gouvernement ou les forces armées et les forces sécuritaires ne voient soudainement plus le mouvement non violent comme un ennemi ou comme des sous-hommes et des sous-femmes, mais c'est le voisin, c'est le fils, c'est le cousin qui sont en face de nous. La mobilisation permet aussi un soutien plus important des médias et puis des soutiens de l'extérieur. Je vais passer celui-là. Voilà, donc pour finir, je vais vous citer encore deux chiffres intéressants, car ce qui est intéressant, c'est de voir pas seulement quelle est l'efficacité de la lutte non violente par rapport à la violence, mais aussi quel est son effet sur ce qui se passe après le conflit. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude statistique démontre que les campagnes non violentes ont un effet démocratique sur la société. Il y a beaucoup plus de chances qu'un pays soit démocratique 5 ans après la fin d'un conflit, si le conflit a été mené de manière non violente, que s'il a été mené de manière violente. Ce qui est intéressant sur ces chiffres, c'est que ça démontre que les luttes efficaces ont un effet démocratique, mais même les luttes non violentes qui ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs ont quand même un effet démocratique sur la société. Grâce à leur caractère démocratique, leur leadership décentralisé, la recherche d'une hiérarchie horizontale, les développements de programmes constructifs, comme je vous l'ai développé auparavant, ça aide un mouvement non violent à préfigurer la société post-conflit. Voilà. Et la dernière image ici, c'est une autre donnée intéressante qui démontre
que la lutte non violente pacifie les sociétés. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase d'Hannah Arendt qui disait « Comme n'importe quelle action, la pratique de la violence peut changer le monde. Il est infiniment probable que ce changement nous conduise vers un monde plus violent. » Donc, comme vous le voyez ici, la probabilité qu'un conflit armé se développe 10 ans après la fin d'une campagne est beaucoup plus élevée quand un changement démocratique se passe de manière violente que grâce à une révolution non violente. Donc la phrase d'Hannah Arendt a bien été démontrée, encore une fois en montrant l'effet pacifiant de la résistance civile à long terme sur les sociétés. Voilà, je vous remercie.